Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DA Comment Fresh. tu vas ce matin? Ça va très bien. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? Nous emmène toujours dans la région des Grands Lacs, mais cette fois-ci pour voir un peu les relations tumultueuses entre le Rwanda et son voisin burundais. Il faut savoir que vendredi dernier... Burundais déjà ou bien le Burundi. Congolais? Non. Donc ils ont les pétards avec le Congo, ils ont les pétards avec le Burundi. Voilà, c'est quand même assez compliqué puisque les autorités burundaises accusent justement le Rwanda de soutenir et d'accueillir un groupe armé qui s'appelle le Red Tabara, qui est un groupe armé qui se bat contre le gouvernement en place à Bujumbura. Et selon les autorités burundaises, le Rwanda accueillerait, formerait et enverrait c'est ce qu'ils qualifient de terroristes burundais, allaient perpétrer des attentats sur le sol burundais. Alors, ils en veulent pour preuve que vendredi dernier, il y a eu un attentat à la grenade au niveau de la gare routière de Ngarangara, c'est-à-dire la principale, le plus grand marché même de Bujumbura se trouve dans cette localité-là. Et donc, il y a eu un attentat à la grenade. Des passants qui attendaient les bus ont vu un monsieur en moto leur jeter une grenade. Et lorsque celle-ci a explosé, elle a fait 38 blessés. Fort heureusement, il n'y a pas eu de perte en vie humaine. Mais pour les autorités burundaises, cette attaque de vendredi dernier fait suite à deux autres attaques, dont l'une avait eu lieu en début de ce mois et une autre avait eu lieu à la fin du mois dernier, toujours imputée aux rebelles du Red Tabara, selon les autorités à Bujumbura. Et donc, pour elles, s'il y a ce risque, s'il y a ce regain de tension, s'il y a ce regain de violence terroriste à l'intérieur du Burundi, c'est parce que, évidemment, le Rwanda soutient, et comme je l'ai dit, soutient, forme et aide véritablement le Red Tabara, selon les autorités à Bujumbura, comme exactement il le ferait pour le M23. Alors, il faut savoir que depuis des très longues relations, ces deux pays-là sont quasiment constitués de la même manière sur un plan géographique. Ce sont deux voisins avec le même relief, avec le même environnement. L'environnement culturel, ces deux pays-là sont constitués de deux principales ethnies, les Hutus et les Tutsis. Et évidemment, les relations n'ont pas toujours été simples entre ces deux pays. Il faut savoir que le 7 avril 1994, ces deux pays-là avaient perdu leur président dans le vol dont on ne sait toujours pas jusqu'à présent qui est l'auteur de cet attentat-là. Et c'est l'attentat qui avait également l'attentat qui avait entraîné la mort des présidents burundais et rwandais en 1994, donc ces pays-là ont toujours eu des relations très très proches et parfois aussi très compliquées. Il faut savoir qu'actuellement, les pays avaient même vu leurs frontières fermées entre 2015 et 2022. Pourquoi? Parce que il y avait eu des émeutes qui avaient suivi une tentative de renversement du gouvernement de celui qui était à l'époque au pouvoir, Pierre Nkurunziza. Et donc, ce dernier avait imputé au Rwanda de Kagame la responsabilité de ces événements-là. Et donc, ça avait entraîné un regain de tension. Et donc, cette frontière avait été rouverte seulement en 2022, avant d'être refermée de nouveau en janvier dernier, toujours par les autorités à Bujumbura, après qu'une attaque des rebelles du Red Tabara ait fait justement 20 personnes toujours à Bujumbura. Et donc, cette attaque-là ayant été imputée au Red Tabara, indirectement, les autorités bujumburaises l'imputent également au Rwanda, comme je l'ai dit, qu'ils accusent d'être l'hébergeur, le soutien principal de cette organisation armée. Il faut savoir que
le mouvement de la résistance pour l'état de droit au Burundi, qui se fait appeler le Red Tabara, est un groupe armé qui est né au début des années 2010, un peu dans la foulée de la naissance du M23, au Nord Kivu. Et donc régulièrement, ce groupe perpétue des attentats, principalement à Bujumbura, principalement à la grenade. Il faut savoir que depuis à peu près 2 ou 3 ans, il y a eu un regain véritablement de ces attentats-là, parce que selon les autorités burundaises, justement, déjà le début du mois dernier, un terroriste avait jeté une grenade sur un transformateur situé non loin d'une station d'essence située dans le quartier de Ngarangara, toujours à côté du Grand Marché. Et donc, cette attaque avait entraîné justement la destruction de ce transformateur, et elle avait fait également un blessé, dont l'auteur de l'attaque lui-même. Ce dernier avait même été appréhendé quelques instants après. Il faut savoir aussi que le marché de Ngarangara avait aussi fait l'objet, il y a aussi quelques mois de cela, l'objet aussi d'attaque à la grenade, où un monsieur en moto avait jeté une grenade sur une foule qui était là debout, vous savez. Mais il revendique quoi? Alors, ils veulent, comme les terroristes, comme tout groupe terroriste, un acte terroriste, ils visent, comme son nom l'indique, terrorisme vient du mot terreur. Les groupes terroristes, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne veulent pas forcément un renversement immédiat, parce qu'ils n'en ont pas la capacité. Mais par des actions quotidiennes de violence, ils veulent semer la terreur. Et donc, quand ils sèment la terreur, eh ben, ça crée des troubles dans la société, ça crée des troubles dans le pays, puisque les gens n'arrivent plus à vaquer à leurs occupations. Et donc, tout ça, ça favorise la mise en œuvre d'une atmosphère très lourde, une atmosphère faite de peur, faite de terreur. Et donc ça, évidemment, c'est pour essayer de pousser les autorités vers leur dernier retranchement. Et donc c'est ça, c'est exactement la même pratique que selon les autorités bujumburaises, c'est cette pratique-là que met en place le Red Tabara, c'est-à-dire la multiplication d'actes d'attentats. Ces attentats-là sont toujours les mêmes, c'est toujours à la grenade, et ça vise des populations civiles totalement innocentes qui se trouvent par hasard dans des lieux de très grande concentration humaine, donc les gares routières, les marchés, les stations d'essence, les centres commerciaux. Donc c'est principalement dans ces zones-là que l'on observe ce regain d'attentats-là, notamment à Bujumbura. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est très difficile de lutter contre ces groupes terroristes, puisqu'ils fonctionnent en de très très petites cellules. Souvent, ces cellules-là sont même autonomes les unes vis-à-vis des autres, mais elles ont toutes un même objectif, c'est-à-dire semer la terreur afin de discréditer un gouvernement en place pour pouvoir parfois même susciter un soulèvement, parce que plus les gens seront dans la peur, plus ils seront enculés, et donc plus ils vont se retourner vers les autorités qu'elles vont juger incapables d'assurer leur sécurité. Et ça peut entraîner des mouvements de révolte et voire même la chute d'un gouvernement. Donc c'est un peu ça. C'est-à-dire que par petites doses, je dirais homéopathiques, on sème des attentats à gauche, à droite pour justement semer ce climat de terreur-là et pousser les populations à la révolte. Et c'est la raison pour laquelle les autorités bujumburaises prennent très au sérieux cette multiplication des attentats du Red Tabara, prennent très au sérieux cette organisation rebelle armée, et donc elles mettent par la même occasion, elles essaient de mettre la pression au Rwanda pour l'obliger à cesser toute aide, selon elle, apportée au Red Tabara. Alors, il faut savoir qu'à Kigali, la réaction ne s'est pas fait attendre. Elle estime que si dans leurs propos, les autorités bujumburaises estiment qu'elles ont un différend avec le Rwanda, quant à lui, estime qu'il n'y a aucun, le Rwanda estime, lui, qu'il n'a aucun contentieux avec le Burundi. Et pour eux, le Burundi, donc selon les autorités rwandaises toujours, les autorités burundaises feraient mieux en réalité de regarder la situation telle qu'elle est, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes internes, et que ces problèmes internes à la politique, les problèmes de politique intérieure du Burundi n'ont absolument aucun lien avec le Rwanda. Et donc, les autorités rwandaises ont plutôt incité les autorités à Bujumbura à tout mettre en œuvre pour trouver des voies et moyens pour régler cette situation sans y imputer la responsabilité rwandaise. Alors,
Maintenant, est-ce que ici il y a aussi une autre réalité, c'est que le Red Tabara évidemment fait des incursions régulières, partent du Rwanda pour agir au Burundi. Ça, c'est un fait. Comme on l'a vu par le passé, le M23, lorsqu'il était acculé, notamment à l'époque de Joseph Kabila, lorsqu'il avait reçu le soutien de l'Ouganda et d'un certain nombre d'autres pays pour mettre un terme au M23, les dernières troupes, les dernières forces qui restaient de ce groupe-là avaient migré vers le Rwanda et avaient pu se reconstituer là-bas avant de revenir par la suite au nord, dans le nord Kivu, en République démocratique du Congo. Donc, il est clair que pour certains observateurs et pour beaucoup d'observateurs, le Rwanda a quand même une certaine responsabilité dans le climat de déstabilisation que l'on observe dans cette région-là, aussi bien à l'est de la République démocratique du Congo qu'aujourd'hui au Burundi. Maintenant, la question est de savoir comment se fait-il que les autorités rwandaises semblent ne pas véritablement prendre arme pour mettre un terme à ces mauvaises pratiques-là. Pour certains observateurs, pour le cas de la République démocratique du Congo, c'est pour justement permettre d'exploiter de manière illégale les ressources en République démocratique du Congo. Mais on ne comprend pas si il y a un intérêt pour le Rwanda à vouloir déstabiliser le Burundi. On ne comprend pas jusqu'à présent quelles sont les réelles motivations de Kigali pour tenter de déstabiliser notamment le gouvernement à Bujumbura. Donc si pour la République démocratique du Congo, il y a quand même des soupçons qui sont un faisceau de soupçons qui pourrait permettre de comprendre l'attitude de Kigali vis-à-vis à la situation dans l'est de la République démocratique du Congo, mais pour ce qui concerne son voisin burundais, eh ben là encore, si tu veux, le voile reste encore beaucoup plus dense, beaucoup plus flou, puisqu'on ne comprend pas véritablement quel serait l'intérêt pour Kigali en l'état de soutenir une rébellion armée, en l'occurrence le Red Tabara, et quel intérêt Kigali gagnerait à faire chuter le gouvernement à Bujumbura. D'accord, merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Jean-Paul, l'avocat de Donald Trump, a fait des grandes déclarations. Oui, c'était lui qui avait été appelé par le procureur de New York dans l'affaire dite de Stormy Daniels. Alors, il faut se rappeler que en 2016, pour justement empêcher que l'affaire de la relation qu'il aurait entretenue avec cette ancienne actrice pour film adulte ne bruisse dans la presse, il avait passé un accord avec elle, accord dans lequel, en échange d'une certaine somme d'argent, celle-ci s'engageait à ne pas divulguer cette partie des relations qu'elle avait eues avec Donald Trump. Et donc celui qui jouait l'intermédiaire entre Stormy Daniels et Donald Trump dans cette affaire-là, c'est Michael Cohen, qui était à l'époque son avocat et l'un de ses plus proches collaborateurs. On l'appelait même le pitbull de Donald Trump. C'est pour dire combien de fois, lui, il était aux avant-gardes pour défendre Donald Trump. Alors, depuis lors, beaucoup d'ont coulé sous les ponts, comme on dit maintenant. Il a été viré par Donald Trump et depuis, il voue une haine tenace à Donald Trump. Et c'est la raison pour laquelle il a tenu à témoigner lors de ce procès-là qui s'est ouvert à New York. Pour Donald Trump, c'est toujours la même rengaine rhétorique, c'est-à-dire que c'est un procès totalement... C'est une chasse aux sorcières, c'est un procès qui a pour objectif de l'empêcher d'aller faire campagne parce que la loi américaine est claire. Quand vous êtes poursuivi pour un crime fédéral, parce que le crime, ce n'est pas d'avoir couché avec Stormy Daniels. Le crime, c'est que l'argent qu'il a donné à Stormy Daniels, qu'il ait transformé ça en fonds de campagne, c'est-à-dire qu'il ait falsifié des documents officiels de campagne en justifiant, en tentant de justifier cette sortie d'argent-là. C'est comme si c'était une espèce de camouflage qu'il faisait. D'accord ? Je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il a fait passer dans des notes de campagne l'argent qu'il a donné à Stormy Daniels. Il fait de la campagne avec son argent, non ? Non. Aux États-Unis, l'argent qu'on te donne pour la campagne ne t'appartient pas. D'accord ? Tu as le droit de l'utiliser dans des règles bien claires. C'est la raison pour laquelle, à la fin de chaque campagne, comme c'est des donations, c'est des individus qui te donnent de l'argent. D'accord ? Et il y a une partie aussi qui est donnée par le gouvernement fédéral. Et donc, c'est soumis à des règles très strictes. C'est parce que après les années 20, surtout après la période de la prohibition, on avait des groupes mafieux
qui gérait, si tu veux, tout ce qui est activité illégale. Ce qu'ils appelaient la pègre. Voilà, la pègre. Ils avaient pu tenir très longtemps parce qu'ils avaient corrompu les hommes politiques. Et ils les corrompaient comment? Notamment en mettant beaucoup d'argent dans les campagnes pour inciter à ce que les candidats qu'ils soutiennent remportent les élections. Et donc, après cette période-là, dans les années 30, le gouvernement fédéral, sous Theodore Roosevelt, avait décidé de changer les règles en limitant déjà les dons de campagne, que ce soit pour les particuliers, pour les entreprises, et en mettant des règles encore plus strictes en matière de déclaration de l'usage, de l'utilisation de ces fonds-là. Donc, ce n'est pas parce qu'un particulier te remet de l'argent pour ta campagne que tu as le droit de l'utiliser à ta guise. Non, tu l'utilises selon certaines règles et tu dois déclarer à la fin de l'exercice comment tu as utilisé cet argent. Et c'est là, justement, c'est pour cela qu'il a été poursuivi. C'est-à-dire qu'il a fait passer l'argent qu'il a remis à Stormy Daniels dans le cadre de leur accord, entre eux, pour dire tu ne racontes pas. Et au lieu, normalement, il aurait dû la mettre dans ses déclarations d'impôt pour dire que j'ai donné de l'argent à Stormy Daniels. Voilà, j'ai passé un accord. Non, mais comme il voulait se faire rembourser en quelque sorte, puisque pour lui, c'est de l'argent qui ne pouvait pas partir en fumée, donc il les a mis dans des notes de campagne. D'accord? Et c'est là justement où il a violé la loi. Et c'est là, pour cette raison-là qu'il est poursuivi par les autorités fédérales, notamment de l'État de New York, où la législation en matière de lutte contre la corruption, en matière de détournement de fonds, si on peut voir ça comme ça, est particulièrement stricte. Et c'est là où, si tu veux, la procureure de l'État de New York, qui est en plus une procureure démocrate, essaye de tenir Donald Trump. Et c'est là où entre en jeu Michael Cohen, puisque c'est lui le principal, c'était lui le principal témoin de cette affaire, puisque c'est lui qui avait négocié avec Stormy Daniels, c'est lui qui était allé prendre l'argent chez Donald Trump pour le remettre à Stormy Daniels, et donc il était véritablement le témoin clé de cette affaire-là. Et comme il n'est plus en odeur de sainteté avec Donald Trump, et ben lui aussi... Il vient dire qu'il avait menti. Voilà, et donc pour la défense de Donald Trump, ils essaient de jouer sur le fait qu'il ne faut pas oublier qu'au début dans cette affaire, Michael Cohen avait menti aux autorités fédérales en disant qu'il n'avait jamais donné de l'argent à Stormy Daniels. Et puis, quand il a vu que petit à petit, son soutien, le soutien de Donald Trump à l'époque, qui était président des États-Unis, avait commencé à s'effriter et que Donald Trump voulait lui faire porter le chapeau de l'entièreté de la responsabilité de cela, chose qu'il a refusée. Il faut savoir qu'il y a d'autres hommes qui ont violé la loi pour Donald Trump et qui ont accepté de porter le chapeau. Aux États-Unis, un peu, c'est ça. C'est-à-dire qu'en politique, pour protéger ton chef, c'est toi qui dois assumer toutes les erreurs de ton chef. Et donc, lui, il a refusé cela. Et donc, c'est la raison pour laquelle il est tombé en disgrâce, si on peut dire ainsi, vis-à-vis de Donald Trump. Et c'est comme ça que cette guerre-là a commencé entre les deux hommes. Et donc, il était très attendu. Il a fait son témoignage hier pour expliquer au jury comment est-ce que les choses s'étaient faites, la négociation, comment il était allé prendre l'argent de Donald Trump, l'a remis à Stormy Daniels, et comment est-ce qu'ils avaient, sur la demande, toujours sur les ordres de Donald Trump, tenté de falsifier un peu ses fonds de campagne pour intégrer cette donation-là faite à Stormy Daniels. Merci Jean-Paul sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On va en musique, on se retrouve juste derrière dans quelques minutes. Restez connectés et n'oubliez pas de nous envoyer vos big up au 065 05 10 45. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.